bonjour au groupe Je ne fume plus, bonjour aux copains-copines du groupe Breton Moi sans tabac. Alors ce soir, avec Mumu qui m'accompagne, comme d'habitude maintenant presque, hein, on a pris une habitude, Mumu, nous recevons The Star, Oh. l'homme des addictions, celui qu'on voit à la télé, dont vous rêvez toutes d'avoir et tous d'avoir un autographe, et nous, on l'a en live. Je suis Laurent content. Carilla, mais quelle joie de te recevoir, Laurent. Tu es, Merci pro- Françoise, merci euh, Mumu. tu es professeur en addictologie et en psychiatrie. Ouais, Hein, c'est vraiment, tu es ça. prof. Ouais, Euh, Tu fais plein de choses. Tu es un fan de métal. ouais, Tu es dans c'est l'émission vrai. avec Faustine que des millions de téléspectateurs regardent tous Ouais, les jours et c'est tu nous vrai. fais la gentillesse de venir. Alors, on a plein de questions Ah, mais pour c'est un toi. plaisir. C'est un Ah, plaisir d'être invité et de répondre à toutes les questions de tout le monde. ouais, t'es adorable. Alors, on a des questions qui sont prêtes. On en prendra aussi quelques-unes en ligne. Ouais, Je commence, ok. je commence direct, hein, Laurent, comme ça. On a 1 heure, hein. Ouais, ouais, Alors, ouais, attention, ouais, question piège. ouais, ouais, Pour toi, c'est ouais. quoi la différence entre une addiction et une dépendance? Alors, moi, je vais vous dire un truc, c'est la même chose, mais j'utilise un moyen mnémotechnique que maintenant que je répète un peu partout. Les 5 C pour l'addiction ou la dépendance. Je préfère parler d'addiction. Pourquoi? Parce que le mot dépendance est sorti du contexte avec la classification américaine et ce mot-là rejoint ce qu'on appelle la dépendance physiologique. Et la dépendance physiologique, c'est quoi? Ce sont des symptômes de manque et un phénomène de tolérance. Le phénomène de tolérance, c'est quoi? C'est on augmente les doses pour retrouver les effets de la première fois. Donc, c'est pour ça que je préfère parler d'action avec ce moyen mnémotechnique des 5 C, donc la perte de contrôle, l'usage chronique, l'usage compulsif, le craving, l'envie de consommer, et les conséquences sur la santé physique, mentale et sociale. D'accord, ok. Merci. Mumu. Alors, quand on a eu plusieurs addictions en même temps et qu'on a envie d'être Ouais. sauvé, est-ce qu'on commence une par une ou est-ce qu'on peut tout faire en même temps? Moi, je suis adepte et je le recommande vraiment de prendre le problème. Je parle de prise en charge intégrée, c'est-à-dire de prendre tout en même temps. Ça ne veut pas dire forcément sevrer tout en même temps, mais en tout cas, il faut prendre en compte tout en même temps. Je vais vous donner un exemple simple. On a souvent des patients qui viennent pour un sevrage en alcool et qui fument du tabac. Et ils disent, OK, ben, alcool, je vais arrêter. Et alors, oui, mais le tabac, qu'est-ce que vous voulez en faire? Et ils disent, ouais, j'ai un peu peur et tout. Je leur dis, allez-y, c'est quand vous voulez et que vous le pouvez, on attaque en même temps ce sevrage-là. Et je crois que il faut prendre la personne dans sa globalité. C'est pour ça que je dis toujours que jamais, on peut pas la soigner. Je peux pas soigner moi tout seul un patient. Il faut qu'on soit plusieurs à le soigner. Donc le médical, le psychiatrique, l'addictologique, l'infirmier, la psychologue, le travailleur social et point capital, hein, les patients experts. C'est capital. Et les groupes de parole, bien évidemment. Ouais, merci. Les patients experts, tu dis que c'est capital parce que ce sont des gens qui sont passés par là, qui ont l'expérience, qui ont la connaissance du Ouais, parcours. ouais, mais le problème, c'est encore, je trouve qu'en France, on est encore un peu fébrile avec ça. Et je crois qu'il faut vraiment impliquer les patients experts. Mm, Comme ce qui se fait aux États-Unis, aussi en Israël, c'est les patients experts jouent un rôle capital dans le diabète, dans le VIH, dans d'autres maladies. Donc nous, en super. addictologie, et quelles que soient les addictions, il faut que nos patients experts soient des acteurs à l'hôpital, dans les centres de soins. Mm, je suis 100% d'accord. Alors, une autre question. On a vécu et on vit encore une période un peu spéciale quand même en 2020, hein. C'est une année un peu bizarre. On a beaucoup télétravaillé, on continue à télétravailler. Avant, on avait la clope ou le verre, hein, Ouais, l'alcool social, l'alcool mondain. Et aujourd'hui, on se retrouve un peu face à soi-même avec des apéros en ligne de temps en temps, ou chez soi, quand on est tout seul, on clope beaucoup plus, tu vois, on a beaucoup plus envie ouais, de fumer. ouais,
On n'a plus ce rituel de la pause comme au boulot où on sortait fumer dehors avec les collègues. Là, c'est en continu. Comment faire en sorte... Quel conseil, toi, tu peux donner en tant qu'addicto pour des gens qui télétravaillent pour gérer un peu mieux cette clope en plus, ce verre en trop? Comment on peut faire? C'est vrai que le virus a tout bouleversé et que le télétravail est apparu. Mais le télétravail a donc imposer des règles, c'est difficile, mais c'est un entraînement. C'est-à-dire que quand on télétravaille, il faut avoir son endroit où télétravailler. Il faut faire comme si on était au travail. C'est important. Et donc, il faut avoir les pauses déjeuner, etc. Donc, les histoires des cigarettes, c'est la même chose. C'est que il ne faut pas utiliser le temps de télétravail pour augmenter ses consommations par ennui. Donc, il faut s'auto-imposer des choses. Alors, c'est facile à dire en théorie, mais moi, je vous donne un exercice pratique à faire. C'est vous tenez un agenda de bord quotidiennement pour le tabac ou pour d'autres consommations quand vous êtes chez vous. Parce que c'est vrai que le confinement a augmenté, le télétravail et même le déconfinement un peu à la n'importe quoi, comme on a vu, eh ben, ça a favorisé les consommations, ça a augmenté les consommations, je dirais, de 20-25%. Donc, moi, je reçois de plus en plus de patients, et ça faut le signaler, qui souffrent de troubles psychiatriques à cause du confinement, à cause du Covid, et qui souffrent d'autres troubles addictifs alors qu'ils n'avaient pas de comportement addictif auparavant. Donc, pour le tabac, on s'auto-impose des choses, et on peut en profiter même pour se substituer pendant cette période-là. Parce que c'est une bonne chose de prendre des substituts pendant qu'on télétravaille. Pour les apéros visio, il faut respecter les honnêtement, je le dis et je le redis, même si je suis un fan de heavy metal, il faut respecter les recommandations de Santé publique France pour pas être en mauvaise santé. Et des apéros visio, ça se fait aussi sans alcool ou avec d'autres boissons où la fête est plus folle. D'accord. Donc, on tient un carnet de bord, on fait Carnet gaffe. de bord, ouais, on se substitue ou on prend la vape, mais on fait gaffe parce que le tabac, c'est quand même la première cause de mortalité évitable dans le monde. Ah. C'est clair, c'est clair. 75 000 personnes par an en France. Ouais. Merci Laurent. Mumu. Sur le groupe, on a des membres qui ont des maladies style bipolarité ou schizophrénie. Et avec le sevrage du tabac, les fluctuations d'humeur, elles sont encore plus présentes. Et surtout, quand l'entourage est fumeur. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire particulièrement ou des lectures ou un type de thérapie en fait? Qu'on ait une comorbidité psychiatrique, peu importe la comorbidité, s'il y a des fluctuations à cause de l'arrêt du tabac, c'est qu'on est mal substitué. Donc, il faut très, très bien se substituer. Donc, il faut revoir le spécialiste qui a aidé pour cette question-là. Parce qu'en théorie, il y a deux choses, quoi. S'il y a des fluctuations de l'humeur, c'est soit le traitement psychiatrique ne fonctionne pas bien, soit la substitution est mauvaise. Donc, il faut avoir le seuil optimal de substitution et revoir aussi son psychiatre pour son trouble psychiatrique. Ça, c'est la base. Donc, c'est revoir les médicaments. Si, bien évidemment, on sait très bien que, hop, c'est pas un coup de baguette magique, on va pas trouver la bonne substitution tout de suite ou l'adaptation du bon traitement psychotrope tout de suite, il faut se faire soutenir par un psychologue, son psychologue, sa psychiatre ou un acteur qui a aidé. Ça, c'est hyper important. Et je pense qu'il faut rajouter à tout ça, moi je suis de plus en plus fan de ça, des exercices d'auto-hypnose pour un peu se relaxer. C'est hyper important. Ou de la méditation, pareil. Il y a des applications super qui font ça. Et même YouTube, etc. Donc, c'est ça, moi, à mon avis, il faut toujours réfléchir en compte. Et on n'oublie pas aussi d'appeler une personne proche qui est de bons conseils et non consommatrice. On a une question en ligne de Philippe Arvers. Bonsoir Philippe, on vous salue aussi. Salut. Alors, Philippe nous demande la récompense chèque cadeau pour le sevrage tabagique et pour les cocaïnomanes, gestion des contingences, c'est comparable? Je suis archi fan de la gestion des contingences. Alors, je vous dis ce que c'est. Ouais, explique-nous. J'espère bien développer ça en France bientôt. Parce que il y avait des levées de boucliers à chaque fois contre les gens un peu has-been, on va dire. Sans mégalomanie. Hein. Mais en France, c'est toujours difficile d'avancer sur certains trucs. C'est une thérapie purement comportementale qui est basée sur la récompense. Donc je m'explique.
C'est en gros, on dit à des patients dépendants, alors ça a beaucoup été testé pour la cocaïne et les drogues stimulantes, et ça marche très, très, très bien. On a un petit problème de son là. Gros, vous voulez arrêter, je vais vous soit test négatif en drogue, d'accord, un bon cadeau, un voucher, quoi. Ok. Donc, vous m'entendez? Attendez, il y a un problème de son là. Oui, on a un petit souci de son. Vous m'entendez là? Ouais. Ouais, mieux. Voilà. Donc, je répète, donc la récompense, donc en fonction dans le programme, donc en échange de tests urinaires négatifs en drogue, je Ouais. vous donne un bon cadeau. C'est un traitement qui se fait sur 1 mois, 2 mois ou 3 mois, d'accord? Et à chaque séance, quand le test urinaire est positif et négatif, vous avez un bon cadeau. Et au bout de 3 tests urinaires positifs, négatifs, je vous donne un bon bonus cadeau. Donc, vous voyez, à chaque consultation, ils reçoivent un petit bon cadeau. Bon. Et au bout de 3 mois, il y a un certain nombre de bons cadeaux. Ça fait une somme. Et avec l'équipe médicale, eh ben, ils vont échanger ces bons cadeaux contre un cadeau. D'accord? D'accord. Et cette thérapie-là, sur les 3 mois, eh ben, ça fonctionne. Ils deviennent abstinents. D'accord? Mhm. Alors, on s'est dit, mais donner des bons cadeaux aux gens. Enfin, non, il y a des gens qui disaient, mais donner des bons cadeaux aux gens contre. Enfin, c'est pas bien quand même. Bon, on a dit, on va développer une autre technique. Enfin, c'est pas moi, c'est une américaine qui s'appelle Nancy Petrie qui a dit, moi, je vais développer la tombola. Donc, il y a une énorme urne et dedans, il y a des bons, tu vois. Et tu pioches au hasard des bons. En fait, sur la moitié des bons, c'est marqué bon travail continu. Mhm. Tu vois, il pioche, bon travail continu. Et sur l'autre moitié, eh ben, il y a des bons d'une valeur de 1 à 80 dollars, en gros. D'accord? De 1 à 70 euros, quoi. Mhm. Et cette technique-là est aussi efficace que les bons cadeaux. Après, on s'est dit, OK, on va leur donner de l'argent à Mhm. chaque test négatif. On leur donne de l'argent. Donc, ils testent, hein, quel que soit le niveau social, riche, pauvre, tout ce que tu veux. Donc, eh ben, ça marche aussi, figure-toi. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, tu substitues la récompense dégradée par l'addiction avec ces techniques-là. Donc, pour tabac, pour cocaïne, pour n'importe quelle drogue, ça fonctionne. Voilà. Donc, il D'accord, faut super. développer cette technique-là. Mhm. Mais après, je termine parce que j'adore cette technique, comme tu le Mhm. vois. Mais Ouais. une fois le programme est fini au bout de 3 mois, si tu ne mets pas un programme derrière de thérapie comportementale, les gens parce que tu Bien leur... sûr. Donc voilà. Bien sûr. Voilà. Merci Laurent. Alors, on a un tout petit problème de son de ton côté. C'est assuré, je pense que c'est un problème de réseau de ton côté. Il faut Ouais. que tu fermes toutes tes applications en cours, à part Skype, s'il te plaît. Tout. D'accord. Attends, je vais voir ça. Tu enlèves tout ce qui est en route. Oh, Normalement. Attends, je vais essayer. Alors, attends, je vais essayer différemment. parce qu'on a un petit problème de son. Attends. Ah ben c'est un peu comme nous avec nos pews, hein. Tu sais, tout le monde rigole quand... Moi, j'explique que nous, on donne des pews et on est pew de coton, après pew niveau 2, après pew d'or, pew d'argent. Attends, je vais voir si. Là, on t'entend mieux, hein, visiblement. Il va Ah, revenir. alors, on va meubler. Mumu. Ouais. Ça va être dur. Voilà. Là, vous me voyez mieux? Ah c'est ouais, drôlement mais c'est mieux. super. Ah, excellent. C'était surtout le son qu'on n'entendait pas. Et là, vous m'entendez bien? Oh, Nickel. parfait, merveilleux, magique. Bon, super. Bon, je te disais que c'était un peu comme nous avec nos pews. Les gens rigolent quand j'explique que nous, on offre des pews à 1 mois, 2 mois, 3 mois, et que les gens Ouais. attendent leur pew. C'est des labels, des badges qu'on gagne comme ça, qu'on est vachement fiers et tout. Et ça marche. Et ça marche parce que les gens se disent, je vais pas prendre une clope parce que je veux mon pew, quoi, tu vois. Je veux l'avoir, mon pew. Alors, ça fait rire à côté, Ben mais voilà, n'empêche que super. ça fonctionne vachement bien. Ça fonctionne. Et il faut aller vers des trucs comme ça, c'est très bien. Alors, on avait une Ouais. question. Nouvelle vie. J'ai arrêté de cloper. Je suis ex-fumeur, nous dit un copain. Après des années d'addiction,
j'ai plus envie de fumer du tout, je veux plus fumer, et pourtant, je me sens bizarre. J'ai du mal à croire que je ne fumerai plus. Je me sens comme si c'était moi et puis plus moi en même temps. Est-ce que c'est normal ce changement d'identité, cette sensation de changement d'identité? Comment je peux gérer ça? Ça fait combien de temps que l'arrêt de la cigarette Une a bonne été fait? année, une année à peu près. D'accord. Et il y a quand même cette sensation d'anxiété, de dépersonnalisation, quoi. Voilà. J'ai l'impression. Et c'est une question qu'on retrouve souvent. J'ai du mal à croire que plus jamais de tabac. C'est comme si il y avait quelque chose en moi qui me disait, mais si, t'es un fumeur ou t'es une fumeuse, quoi. Comme si ça faisait identité, tu vois? Donc déjà, bon, c'est bien de le savoir, ça, de Mm. se dire, voilà, j'ai un ancien fumeur ou une ancienne fumeuse, ça c'est important. Se dire qu'il manque un petit truc, bon, et il faut pas que ça soit trop frustrant. Et je pense que ces petits moments d'anxiété, moi je suis plutôt partisan justement de ce que je disais tout à l'heure, un peu d'auto-hypnose ou un peu de méditation pour un peu calmer cette anxiété, un peu avec ces éléments de, j'ai l'impression que mon corps sort de mon corps, quoi. Un peu Ouais, ces éléments de dépersonnalisation. Ouais, je pense qu'il faut le gérer avec ça. Pas de médicaments. Ou ouais. bien si, s'il y avait un médicament, plutôt moi je conseille de la phytothérapie, tu vois, à Des base de plantes, plantes. quoi. D'accord, ok, très bien. Ouais. Merci. Mumu. Alors aussi, quand on arrête de fumer, ça peut être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et une grosse tuile ou un gros chagrin, un décès d'un proche ou une maladie grave, pareil. Et souvent, on se dit, mais de toute façon, j'ai arrêté de fumer, mais on a quand même envie de cloper. Et est-ce qu'on peut quand même essayer de trouver une solution pour ne plus avoir envie de fumer, enfin pas pour ne plus avoir envie, mais pour se raisonner en fait, voilà, maman a un cancer ou elle est décédée, est-ce que j'ai fumer, ça me ferait du bien, mais j'arrive pas à expliquer un peu le truc, mais Ouais, je vois. C'est Il l'appel faut... de la clope. Tu sais, c'est Ouais, voilà. comme l'appel ouais. du Brahme. C'est l'appel de la clope. Ouh, je suis là, tu as une émotion. Voilà. Il faut développer justement, il faut travailler sur ces émotions négatives. Il faut essayer de les transformer en émotions positives. Donc, ça veut dire qu'il faut à la base faire un peu une checklist de ces émotions négatives justement quand ça arrive et essayer de trouver justement des stratégies alternatives positives. Et c'est ça en fait qu'il faut faire. Et ça, c'est un travail qui se fait un peu jour après jour en fait. C'est-à-dire que quand j'ai des contrariétés, des émotions négatives, des choses qui ne me plaisent pas, ou bien justement des événements qui sont potentiellement stressants comme un proche très malade, etc., il faut arriver à relativiser et à travailler sur des émotions positives. Et ça, c'est par de la remédiation personnelle, en fait, émotionnelle, euh, qui se fait soit seul, soit en lisant des petits ouvrages sympas de euh, type méditation, type thérapie comportementale, mais des trucs très simples, quoi, des stratégies Mm. très simples sur voilà, j'ai une envie, comment je vais la gérer, quelle stratégie, quel élément positif je vais mettre sur le négatif qui commence à arriver. Et en fait, on s'aperçoit que chaque personne est différente, mais il y a beaucoup de choses en commun. Et ces émotions positives-là, et on arrive dans notre répertoire personnel à les mettre en action à chaque fois qu'on trouve un truc frustrant. Mhm. C'est du travail comme la gymnastique, en fait. Alors, une autre gymnastique, on a une question en direct de Cécile et qui nous dit, je suis infirmière, j'ai un DU d'addicto. Quels outils utiliser, comment faire quand on doit affronter un craving, quand on a cette pulsion incontrôlable de fumer, par exemple. Qu'est-ce que tu nous D'accord. conseilles? Pardon, j'ai pas compris. Quels outils, qu'est-ce qu'on peut faire et mettre en place quand on se présente un craving? Un craving avec un patient ou soi-même? Bon, je Soi-même, remarque que c'est la même chose. C'est la même chose. Moi, j'utilise c'est la pareil. technique du surf. Ouais, du surf avec le craving, en fait. Il faut s'entraîner. En fait, le craving, c'est comme une vague. D'accord, l'envie, c'est comme une vague. Donc, imaginez la mer et une vague qui arrive. Donc, elle est immense et au fur et à mesure du temps, elle va s'amenuiser. Donc, il faut savoir surfer avec ce craving. Et c'est difficile, mais c'est des exercices à faire tout seul. On laisse monter le craving. C'est difficile, hein. On se met dans une pièce, au calme. Vraiment, ou bien on se relaxe un tout petit peu avant, soit avec une musique sympa, soit avec une atmosphère sympa, soit avec les deux choses, d'accord?
Moi, ce que je conseille, je ne vais pas conseiller aux gens d'écouter du heavy metal, mais moi, si je prenais mon cas pour moi, je pourrais le faire avec une lumière rouge et du Mhm. heavy metal dans mes oreilles, d'accord? Dans une pièce. Donc, je me relaxe, je ferme les yeux, je me mets en position de relaxation, cool. On n'a pas besoin d'être un pro de la relaxation. Et à ce moment-là, on sent l'envie arriver, d'accord? On sent l'envie arriver, on laisse monter l'envie, on continue à se relaxer avec ces éléments positifs de musique, d'atmosphère, de bien-être, et tout doucement, la vague va diminuer. Au début, c'est très très dur, on peut craquer, mais au fur et à mesure du temps, vous devenez un surfeur professionnel. Mhm. On roule avec l'envie. Exactement. Mhm. Mumu. Justement, ça rejoint un petit peu, même après 6 mois de défume et avec des substituts, il y a une envie de pleurer, mais incontrôlable. C'est a priori dû à l'arrêt du tabac. Mais pourquoi? J'ai pas entendu, ça a coupé. Après 6 mois de défume, Après 6 mois de défume avec substitut, l'envie de pleurer reste toujours omniprésente. Et sur le groupe, c'est vrai qu'on est beaucoup à dire que c'est aussi dû à l'arrêt du tabac. Mais est-ce que ça va s'arrêter et pourquoi ça arrive ce genre de choses? En clair, chialer un petit peu, il ça y a une va, fragilité mais émotionnelle. chialer beaucoup, non, quoi. Ouais, ouais, voilà. Il y a une fragilité émotionnelle probable euh, qui peut s'expliquer par. À 6 mois, quand même, il faut quand même évaluer s'il n'y a pas une petite dépression en dessous, quand même, hein. D'accord? Il faut voir s'il n'y a pas d'autres symptômes associés. Et si c'est le cas, eh ben, il faut le traiter. D'accord? Ça peut se traiter soit si c'est d'intensité léger que par de la psychothérapie, soit si il faut, on fait une petite cure d'antidépresseurs et ça aide. Il faut voir si ça se pleurer de temps en temps, enfin avoir comme ça une variation émotionnelle, ok, si c'est vraiment fluctuant, mais si c'est beaucoup ou ça se répète beaucoup et si c'est envahissant, il faut quand même faire évaluer une dépression. Mais c'est possible, hein. Ouais, ouais, c'est possible. Ça se donne à voir, on va dire, à un certain moment. Alors, de l'autre côté, on a une question. Quand je fumais pour être plus zen et pour gérer mon stress. J'ai Ouais. arrêté de fumer et je suis vachement étonnée. Je suis encore plus zen depuis que j'ai arrêté de fumer. Est-ce que c'est normal, docteur? Eh bien, oui, bien oui. Et c'est aussi lié à des facteurs personnels qui jouent aussi. Certaines personnes sont étonnées par le fait qu'ils ont arrêté de fumer, et ben ils se sentent vite mieux et beaucoup mieux. Donc c'est assez étonnant, mais oui, c'est possible. Et c'est même de pronostics très favorables pour la suite. D'accord, merci. Mumu. Alors, attends. J'ai décidé d'arrêter de fumer sans substitut. Je Ouais, veux absolument pas en entendre parler. ouais, Et je pique des crises. J'ai des enfants en bas âge. J'arrête pas de leur crier dessus. J'ai beaucoup moins de patience. Et ouais. est-ce qu'il y a une recette miracle pour gérer ça? Il faut se substituer. Ou vaper, c'est une alternative. Mais cette irritabilité, elle est liée au sevrage. Et si vraiment ça a des conséquences sur la vie familiale, etc., je crois qu'il faut quand même penser à se substituer, honnêtement. Mm. C'est vraiment la substitution est faite pour aider les gens, pour justement éviter ces fluctuations. Et vous savez bien qu'un manque de nicotine, bah, ça entraîne des fluctuations comme ça importantes. Donc, il faut se substituer soit avec des gommes, des patchs, des pastilles, ou les deux en même temps, ça dépend de l'intensité. Mais en tout cas, l'autre alternative, c'est la vape, hein. Je veux dire, c'est un bon outil de réduction des risques et des choses, quoi. Mhm. Ok, mais qu'est-ce qu'on répond aux personnes qui disent ouais, mais tu prends de la nicotine donc tu fumes encore. Ouais, mais la vape, t'as le geste, donc tu fumes encore. Parce que ça, Ouais, tu mais- comprends, c'est vachement dur à entendre pour quelqu'un qui ouais, arrête de fumer. C'est bien vachement dur. sûr, Et ils prennent ça en pleine poire, quoi. Oui, mais c'est que bien- c'est pareil, t'as pas arrêté de fumer en vrai. Tu continues. Alors, qu'est-ce qu'on peut ouais. répondre à ces gens-là? Mais c'est une idée reçue de dire ça, d'accord? C'est une idée reçue. Déjà, quand on fume une cigarette, c'est pas que la nicotine. Ok, la nicotine rend dépendant, mais c'est tous les produits qu'il y a de combustion qui sont toxiques pour le cœur, pour les artères, pour le sang. C'est plutôt, on lutte contre ça. Et vous vous doutez bien que
Si vous prenez un produit qui vous rend addict et qu'on a une solution d'utiliser le même type de produit, donc de la substitution, donc réduire les risques sans la combustion, etc., il faut y aller. Donc gomme, patch, quoi, ou enfin autre stratégie. Alors pour la vape, c'est autre chose. Mais la vape, vous pouvez très bien juguler votre taux de nicotine. Alors c'est vrai qu'il y a le côté, on dit, bon voilà, on a le geste avec l'outil, etc. Mais je pense que c'est un bon outil alternatif pour arrêter. Donc, ne vous privez pas de ces outils-là qui aident. C'est la même histoire pour les médicaments opioïdes, l'héroïne, etc. On a des traitements de substitution opiacés qui marchent et c'est le même discours. Ah ouais, vous donnez de la drogue aux drogués, quoi. Eh ben non, c'est un langage des années 80. Donc c'est has-been, quoi. Complètement. Ok, merci. Donc on répondra t'es has-been et puis voilà. Hein? Non, non, il y a une solution alternative. Après, Bien vous sûr. êtes libre de faire ce que vous voulez, mais Bien sûr. c'est très bien que quelqu'un qui n'est pas substitué par un produit, eh ben, il a un risque de rechute qui est beaucoup, beaucoup plus élevé que quelqu'un qui va être substitué. Ouais, on le sait, on le sait. Alors, Mumu. Oui, au début des défumes, il nous arrive toujours plein de trucs. On a mal à la gorge, on est enrhumé, et on est toujours persuadé que c'est à cause de ça. Il y a un phénomène ou pas? Ah, où est-ce qu'il est parti, Laurent? Pas du Laurent. Je suis là, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. J'ai perdu Mumu, moi. Non, alors, la question c'était, écoute, dès qu'on arrête de fumer, dès qu'on a une petite perte de santé, on se dit c'est la faute à la défume. Donc c'est parce que j'arrête de fumer que je tombe malade. Et C'est une idée reçue. pourquoi on pense comme ça? Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? C'est pareil pour toutes les addictions ou pas? On met tout sur le dos, du sevrage? J'avais eu ça avec des patients cocaïnomanes aussi enfin, des patients qui étaient en forme, on va dire, en forme entre guillemets, et à l'arrêt de la cocaïne, ils ont eu des problèmes cardiaques, des problèmes ORL, etc. C'est une idée reçue, c'est pas lié, justement, c'est pas lié à l'arrêt du produit qu'on chope plus d'infections, etc. Ça, c'est vraiment une idée reçue, et il faut se l'enlever de la tête. Et on n'est pas plus fragile sur le plan de la santé parce qu'on arrête de consommer un produit, au contraire. Au contraire, ouais. Et par contre, le rêve de consommer, tu vois, je rêve que je clope ou je rêve que je picole, enfin ce qu'on veut. Le rêve de consommation, est-ce que c'est normal dans le cadre d'un sevrage ou est-ce que ça doit faire peur? Non, ça fait partie, les rêves vifs, les rêves, les cauchemars, c'est normal au début du syndrome de sevrage. Donc les premières semaines, en gros. C'est pareil avec la cocaïne, c'est pareil avec toutes les drogues. D'accord, merci. C'est normal. D'accord. Mumu, tu voulais nous parler de surdosage et sous-dosage, je crois. Ah oui, parce que c'est tout le temps le cas. On met un petit patch et puis on craque. Alors le tabaco nous dit, bah, vous pouvez en rajouter un autre. Mais moi, j'ai peur d'être surdosé, quoi. Est-ce que c'est vraiment dangereux de mettre plein de patchs de nicotine, manger 30 pastilles par jour et pour pouvoir ne pas craquer, est-ce que ce surdosage, ça peut avoir des conséquences pires que la clope? Non, pire que la clope. Ah, bah, j'exagère pas. Ça n'a pas de conséquences pires que la clope, mais c'est vrai qu'un surdosage ou un sous-dosage, on a plus de risques de rechuter. Un surdosage, on va avoir des signes qui vont être désagréables, en fait. Un surdosage de nicotine, des signes désagréables. Donc l'inverse du manque, finalement. Non, il faut trouver après la bonne posologie des choses. C'est-à-dire qu'il faut être bien patché pour avoir un taux continu et utiliser des gommes ou des pastilles pour gérer les cravings. Donc avec un nombre N de gommes par jour. Et il ne faut pas hésiter à mâcher, quoi. Voilà, vous allez avoir une belle mandibule. Voilà. Et sinon, l'autre, c'est avec la vape, aussi pareil, le bon taux de nicotine. Il faut mesurer le bon taux de nicotine et adapter. On a de la chance d'avoir différentes posologies de nicotine adaptables. On s'autotitre, on prend ce qu'on a besoin. La défume, c'est de la dentelle. Exactement. Et on fait, on change. Quelquefois, il suffit d'un chouïa en plus pour se sentir bien. Eh bien, on prend le chouïa, c'est de la dentelle.
Exactement. Alors, une autre question. Alors, ça, c'est une question récurrente. On a 15 questions qui Ouais. demandent la même chose de la même façon. Au secours, docteur Carilla, grand professeur d'addictologie, répondez-nous. Je mets des patchs depuis 12 mois. Je vape depuis 18 mois. Je prends des substituts depuis 2 ans. Je suis bien. J'ai pas envie de fumer. J'ai baissé mes substituts, mais je les ai pas arrêtés. Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il faut que je mette en place un plan pour les arrêter ou est-ce que je peux continuer jusqu'à ce que j'en ai marre? Il n'y a pas de consensus sur ça. Si vous voulez, dans les indications avec le substitut nicotinique, normalement, c'est un temps défini. Mais on s'aperçoit qu'en pratique, non. Donc, moi, je suis plus partisan, en termes de réduction des risques. Je suis plus partisan de vous continuer tant que vous pouvez, tant que vous voulez, pour bien vous stabiliser. Vous arrêterez quand vous pourrez. Il n'y a pas de consensus sur la durée pour moi. Il n'y a pas assez d'arguments, en tout cas. Alors, il y en a certains qui vous diront oui, mais la nicotine, c'est risqué. Je dis non. C'est moins risqué que sans. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mumu. Moi, je me disais, je suis hyper crevée depuis le début de la défume. Et Ouais. même, je suis encore plus essoufflée qu'avant. J'avais Ah pas bon? de pathologie avant et je suis encore plus essoufflée. C'est quand même assez bizarre et je me dis, est-ce que ce serait peut-être pas une surdose dans ma vape parce que j'en prends beaucoup. Plus fatigué, plus essoufflé. Oui, Est-ce que ce serait pas une surdose dans la vape? oui. Mais combien de hits de vape vous prenez, Mumu? C'est pas Combien elle prend la copine? Tu sais, Laurent, on a des gens et c'est normal, en début de sevrage, qui vont avoir leur vape non-stop. Hein, Ouais. ils sont là. Ouais. Et ce sont des gens qui, en début de sevrage, nous disent « Oh là là, mais moi je suis crevée, je suis fatiguée. » Oui, un sevrage, ça fatigue, tout le monde sait. Fatigue, ouais. Hein. Ouais. 2, je me sens plus essoufflée. Mais seulement la fumée de cigarette contient des bronchodilatateurs. C'est fait pour, hein, c'est fait pour Ouais. bien t'écarter les Ouais. bronches et bien. Ouais. Et du coup, ils n'ont plus ces substances bronchodilatatrices dans la vapeur de la vape. Donc, tu as un effet qui fait que tu te sens plus essoufflé. Ouais. C'est comme les asthmatiques. Les asthmatiques Ouais. sont quelquefois des gros fumeurs à cause de cet effet-là. Et du coup, on met ça sur le dos du vapotage, si tu veux. Et donc, parce que je vape, donc je suis essoufflée. Alors que c'est je défume, donc je suis essoufflée. C'est ça. Je crois pas que ce soit. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Bon, alors, pour le côté fatigue, il faut faire du traitement symptomatique. Donc, un peu de repos Oui. et un peu d'exercice physique. Ouais. Et pour cette impression d'essoufflement, un petit peu d'exercice physique aussi, mais relaxant, en fait. Vous voyez, une petite marche active, tout doucement, jour après jour, essayer de travailler sur sa fonction respiratoire. Je crois qu'il y a aussi ce côté-là à faire. C'est pas évident hein, quand tu arrêtes de fumer, de mettre tout ça en place. C'est pas évident du tout. Non, parce que comme je le dis, hein, la cigarette, c'est la drogue la plus addictive de toutes les drogues. Hein. Ouais, c'est vraiment dur. Hein. C'est dur d'arrêter. Bon, on verra bien. Hein. Est-ce que tu penses, toi, en tant qu'addictologue, qu'il y a un moment où on peut vraiment tourner la page et ne plus être concerné du tout par le produit tabac, ou est-ce qu'on restera toujours des gens en suspens? Honnêtement, hein, un addict Ouais. reste un addict. C'est pas stigmatisant ce que je dis. Non, au contraire. Il y a un programme cérébral qui fait que, ok, on a tout stoppé, on a tout resensibilisé, mais on n'est pas à l'abri de rechuter. Ça fait partie du process. Donc, il faut rester toujours prudent. Et comme Mumu le disait tout à l'heure, il peut y avoir des événements stressants comme la maladie d'un proche, un décès de quelqu'un, etc., qui peut redéclencher ça. Donc, restez toujours prudent, même plusieurs années après. Oui, tout à fait. Mais on peut très bien ne plus jamais fumer dans sa vie. On est bien d'accord. Hein? Au contraire, ne plus consommer un produit. Moi, je vous prends mon exemple personnel. J'ai fumé à la fac de médecine et plus jamais de ma vie, je refumerai. Waouh! Moi, j'ai fumé pendant 30 bonnes années, 50 clopes par jour. Je pense que
Ça fait 11 ans, presque 12 Ouais. là, que j'ai arrêté de fumer. Ouais. Je pense que je suis bien partie pour ne plus fumer. Je suis fier de toi. Ouais, merci. Je t'envoie un bisou de Jen Simons de Kiss. Un piou métal. Alors, Mumu, l'hypersensible, raconte-nous. Tu es hypersensible, tu nous dis. Ah oui, depuis très 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 longtemps. J'ai arrêté de fumer il y a à peu près 2 ans et j'ai toujours mon patch. Parce Ah ouais. que c'est tranquille et ça me permet de rester dans le cap. Et je tousse presque plus malgré ma BPCO. Mais je me dis, un jour, j'aurai plus de patch. Comment je vais faire pour gérer sans patch, en fait? Parce que là, ça fait quand même 2 ans. Ouais, ça fait beaucoup quand même, 2 ans. Mais bon, c'est bon. Moi, je vois plus ça avec des gommes chez les gens. Mais bon, il y a la BPCO, donc bravo d'avoir arrêté déjà. Et deux, eh ben, il faut faire un petit travail de thérapie comportementale, ben, de réduction du patch, de travail de réduction du patch. Donc, il faut un accompagnement cognitif et comportemental pour cette petite, petit épisode pour aider justement à arriver à se détacher de ce patch. Ok. On a une dame qui nous dit bonjour, j'ai des sifflements dans les bronches et une fois que je tousse, ça va mieux. Est-ce que cela va cesser si j'arrête de fumer avec l'arrêt du tabac? Alors, sûrement que oui, et il faut aussi faire un examen pulmonaire complet, donc une radio de poumon, et voir s'il n'y a pas d'anomalie, justement, de dilatation de bronches ou d'autres choses, et s'il faut une exploration avec un scanner, mais sans inquiéter. Mais en tout cas, clairement, oui, il y a une restauration de la fonction pulmonaire qui n'est pas magique tout de suite, mais c'est clair qu'il y aura un bénéfice à l'arrêt du tabac. Ok, merci. Mumu, tes petits soucis de mémoire, ça va mieux? Bah oui, moi en plus, je fais un boulot, on utilise beaucoup sa mémoire. Et je me demandais, depuis que j'ai arrêté de fumer, et puis même avant, est-ce que la cigarette, soit la cigarette apporte-t-elle des pertes de mémoire? Et bon, ça, c'était la membre de notre groupe. Mais moi, personnellement, j'en profite. Quand j'ai arrêté de cloper, eh bien, je me souvenais plus de rien. J'avais des grosses pertes de mémoire. Est-ce Donc, que la nicotine, ça a un rôle sur la mémoire? C'est ça la grande question. Ouais, la nicotine a un rôle sur la mémoire. Et moi, j'avais fait un travail il y a plusieurs années sur la comparaison entre nicotine et cocaïne sur justement les fonctions cognitives, donc la mémoire, l'attention, la concentration, la prise de décision, etc. On s'apercevait qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'analogies dans les anomalies cognitives induites par l'addiction à ces substances. Donc, ça a entraîné des troubles de mémoire en chronique, hein. Ça a entraîné des troubles de mémoire, de l'attention, de la concentration sur du long terme. Alors qu'on se dit d'habitude, enfin on lit souvent même, je fume une clope, hop, je vais être plus concentré. Ça, c'est des biais en fait. C'est possible, on a l'impression d'être plus concentré, mais c'est pas très très vrai. Et on s'aperçoit qu'à long terme, fumer, ça entraîne des altérations en fait, d'accord, de ces fonctions-là. Et chez certains, pendant le temps du sevrage, au début en tout cas, enfin sur quelques semaines, eh ben, on peut avoir ces troubles qui persistent un petit peu et qui s'atténuent, hein, en gros un mois et demi après. Ouais, on est nombreux à avoir connu ce genre d'épisode un peu. Ouais. Moi, j'appelais ça l'épisode flambi. Tu as l'impression d'avoir un flambi à la place du cerveau. Ouais. Est-ce que ça c'est une question qui revient, est-ce que les poumons ou les organes endommagés entre guillemets par les années de tabagisme, est-ce que notre corps récupère du tabagisme ou pas? Ça dépend, si tu veux, le degré d'atteinte, hein, parce que si tu as franchi un cap, un seuil d'irréversibilité, ben, il y a des zones qui ne vont pas récupérer. Et c'est clair que on voit, hein, dans le profil cinétique de l'arrêt du tabac, ben, tu as des récupérations pulmonaires à intenter, des récupérations cardiologiques à intenter, une meilleure peau, une meilleure circulation, etc. Et après X années, tu peux récupérer un équivalent de vie comme chez le non-fumeur, quoi. Ça dépend vraiment du seuil d'atteinte, quoi, tu vois. Ouais. C'est ça le truc. Alors, Laurent, Mumu et moi, on avait aussi envie de parler avec toi d'un autre sujet connexe, hein, bien évidemment. Tu as écrit un bouquin qui s'appelle L'alcoolisme au féminin. Oui.
Nous sommes 80% de femmes sur les groupes en réseau social qui parlent de l'arrêt de la cigarette. Il arrive régulièrement qu'on ait des personnes qui souffrent de multi-addictions, dont alcool, cigarette. Et il arrive aussi que quand on arrête la clope, eh ben, on soit tenté par boire un verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres, une bouteille pour compenser. Et on se retrouve quelques mois après avoir arrêté de fumer, sans avoir envie de fumer. On est tranquille de ce côté-là, mais on attend le soir avec impatience pour pouvoir déboucher sa bouteille. Donc on voudrait t'entendre là-dessus, que tu nous donnes quelques conseils. J'arrête de fumer, j'ai un souci avec l'alcool, comment je fais? J'arrête de fumer et je me mets à boire plus, voire boire trop. Qu'est-ce que je peux faire? À quel moment je dois avoir une petite lumière qui dit fais gaffe? La lumière de base, donc 10 verres max par semaine déjà. 10 verres max par Il semaine. faut qu'il y ait 1 ou 2 jours, ouais, 10 verres max par semaine avec 2 jours sans consommation. Ça, c'est le signal qu'on doit avoir dans la tête. L'autre signal, c'est si on commence à boire un verre, ça appelle un deuxième, ça appelle un troisième. Là, il faut se dire, oh là là, ça va pas du tout. D'accord? L'autre signal, j'ai des ivresses répétées, tu vois. Autre signal, je commence à boire tout seul. Autre signal, je commence à boire en cachette. Autre signal, je commence à boire pour m'anxioliser, pour être moins déprimé. Tous ces signaux-là, eh ben, il faut quand même en consulter. Il ne faut pas attendre. Alors, c'est vrai que c'est très difficile pour les femmes. Ah, ça coupe, qui restent quand même présents en 2020. Là, vous m'entendez? Oui, il faut que tu reprennes avec. C'est très difficile pour les femmes. Après, on n'a plus entendu. Tu étais en mauvaise connexion. Ouais. Vous m'entendez là? Oui. Ouais. C'est très difficile pour les femmes, ces consommations. C'est très difficile pour les femmes d'aller consulter tout de suite. Parce qu'il y a toute cette dynamique de honte, de culpabilité, on va dire que je ne suis pas une femme bien, que je ne suis pas une mère bien, etc., etc. Donc non, il faut sortir de ces idées-là et vraiment ne pas hésiter quand cette consommation devient anxiolytique ou antidépressive ou substitutive de mon arrêt du tabac. Il ne faut pas hésiter à aller en parler, vraiment. Et vous pouvez utiliser les groupes de parole, les réseaux sociaux. C'est là aussi où je dis les patients experts sont un atout phare dans cette question-là. Il y a une spécificité de l'alcool féminin par rapport à l'alcool masculin ou pas? Il y a des différences? Ouais, il y a des différences quand même. Il y a des différences dans le sens où c'est très utilisé comme pansement émotionnel, quoi. Vraiment, plus chez les femmes que chez les hommes. Et donc, pansement émotionnel, c'est ce que je disais, quoi. C'est parce que vous, les femmes, vous êtes superbes, plus fortes que nous, quoi, les hommes. Et c'est une réalité, hein, je veux dire, il y a la charge mentale chez la femme, elle est beaucoup plus élevée que la charge mentale chez l'homme, même si c'est élevé dans les deux sens, vous voyez. Et il y a tous ces éléments-là. Je suis à la fois mère, je travaille, j'ai ma vie de femme, j'ai cette charge mentale, je dois tout gérer, même si vous êtes aidé par votre conjoint ou votre conjointe, c'est pas le problème. Mais il y a tous ces éléments-là. Et donc, il y a cet alcool qui devient tampon émotionnel, pansement émotionnel, antidépresseur, anxiolytique, substitutif. Et c'est ça qui fait que il y a un débordement à un moment. Les hommes, c'est beaucoup plus primaire, c'est ils vont boire, tu vois. Ouais. J'ai envie de dire, il y a des émotions, mais elles sont très animales. Chez la femme, c'est plus subtil. Et c'est cet aspect émotionnel qui fait qu'on passe de la cigarette, produit que l'on utilise aussi beaucoup pour gérer ses émotions, à l'alcool. C'est la même chose. D'accord. C'est le même mécanisme. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, quand on dit aux gens, quand on aide les gens à arrêter de fumer, il faut les prévenir sur les autres choses, facile. Donc l'alcool, il faut en parler maintenant. Il faut en parler de manière systématique. Hein. Parce que souvent, comme tu dis, et les anxiolytiques, hein, les médicaments, il faut en parler aussi. Et les médicaments. Attends, tu peux nous en dire 2 mots des anxiolytiques? Quand j'arrête de fumer, j'ai tendance à prendre un demi, puis un et demi, parce que ça m'énerve la défume. Ou bien j'ai du mal à dormir, hop, je vais prendre un médicament pour dormir, avec une prescription facile. Donc il faut, quand on est dans un plan d'arrêt de la consommation de tabac, il faut quand même
prévenir sur le grignotage déjà d'aliments, la consommation d'alcool, qui est très calorique, et pareil, qui est un facteur, hein, je rappelle que quand même la prise de poids chez la femme est plus délétère que chez l'homme dans l'envie d'arrêter, hein, même si chez les hommes ça les inquiète aussi, mais c'est quand même un facteur qui est ralentisseur chez la femme. Donc, Et un c'est tout. facteur primaire de rechute, hein, on le Ouais, voit bien. Hein. ouais. Donc c'est vraiment important. Et c'est pareil, il faut dire aux gens, attention, si vous ne vous sentez pas bien, il ne faut pas prendre des médicaments anxiolytiques comme des Smarties, quoi. Mhm. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Donc, je fais gaffe à ma consommation d'alcool. J'ai ma petite lumière qui s'allume dans la tête si je Ouais, dépasse ouais. Des seuils. les seuils. Je fais gaffe à ma consommation d'anxiolytiques ou d'inoptiques de Ouais, façon ouais, à pas dépasser non plus. Hein. ouais. Et par rapport à la nourriture, je surveille un peu mon alimentation, c'est ça? Ouais, on fait un peu attention sans faire de régime drastique. Et je prévois aussi de faire un peu de marche active, un peu d'exercice physique, sans être champion du monde de salle de sport, quoi. D'accord, ça fait 3 warnings. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, je crois que c'est vraiment des warnings très importants, ça, parce que c'est des Mhm. warnings où ça peut vite déraper, en fait. Mhm. On remarque aussi que les gens qui arrêtent de fumer, Mimi pourra nous en parler aussi, on a quelquefois des gens pour qui les situations qu'ils vivaient deviennent quasiment insupportables. C'est-à-dire, C'est-à-dire, par exemple, des gens, tu donnais l'exemple tout à l'heure, une femme qui travaille beaucoup, qui s'occupe des gamins, qui fait tout à la maison, qui encaisse des stress, qui encaisse aussi pas mal de frustration dans sa vie affective ou personnelle, et qui ouais, encaissait tout ça en ouais, fumant, en sortant fumer, en se remplissant, tu vois, ouais, de fumée de tabac, qui plutôt que gueuler, fumait sa clope, qui plutôt que pleurer, fumait sa clope, qui plutôt que qu'envoyer son patron se faire voir, fumait sa clope. Il n'y a plus de clope et bouf, ça explose, tu vois. C'est comme si les émotions qu'on avait contenues débordaient de partout. Et on a des gens qui, sur notre groupe et sur d'autres groupes, disent oh, au secours, quoi, parce que là, je sais plus comment gérer du tout, quoi. Je pleure, nous disait une copine tout à l'heure. Je suis hypersensible. Dès que je vois une publicité un peu mièvre à la télé ou un film de Noël, je me mets à chialer comme une madeleine. Tu vois, il y a tout qui sort, quoi. c'est là où ce que je disais tout à l'heure, c'est la relaxation, l'auto-hypnose, un peu de méditation. Tu vois, c'est là où il faut vraiment utiliser ces clés-là maintenant. Vraiment, Mm. ça aide vachement. Mhm. Et il faut aussi trouver des substitutions gratifiantes. Tu vois, c'est OK, avant je sortais pour pas craquer, et ben là, OK, là je m'isole 10 minutes et je vais me faire un peu de relaxation. Tu Mhm. vois, et c'est changer la pause clope par un moment comme ça. Et franchement, ça aide vachement, surtout au début. Ouais. Se faire des cadeaux aussi. Ah oui, oui, gratification. Toutes les gratifications que tu veux, tu peux les utiliser. Se faire des Mhm. cadeaux, attention, il ne faut pas basculer dans l'achat pathologique aussi, hein. Ouais, tout à fait. On est cernés, on est des addicts en puissance, on fait Voilà, gaffe à tout, les gars, les filles. exactement. Le sexe, on a droit un petit peu quand même. Non, beaucoup. Beaucoup. Ça va. Mimi, est-ce que tu as une question par rapport Là, je regardais par rapport aux anxiolytiques, je regardais en plus ce qui se passait en ligne, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de généralistes, enfin en tout cas dans mon expérience aussi, où dès qu'il y a une petite déprime, allez, je vous prescris un anxio, ou ah ben là vous êtes vraiment déprimé, on va mettre une forte dose d'antidépresseurs pour que vous réagissiez plus vite. Et comme on est toujours, j'allais dire, obligé de passer par le généraliste, c'est un petit peu difficile à comprendre en fait. Alors, c'est une bonne question, ça. C'est vraiment important. En France, malheureusement, on est les champions du monde de prescription d'anxiolytiques et de consommation d'anxiolytiques et d'hypnotiques pour dormir. Et c'est une vraie catastrophe, ça, en fait. Sachant que quelqu'un qui fume beaucoup, donc il a un cerveau qui est un peu déréglé à cause de l'addiction, et si derrière ça, on met des anxiolytiques, il y a un risque d'addiction à ces anxiolytiques, notamment tout ce qui est benzodiazépine, hein, comme le diazépam, toutes ces molécules-là.
ou d'autres classiques que je ne citerai pas, mais on est à risque. Et la question de l'antidépresseur se pose uniquement si on est très déprimé. Donc, si le généraliste estime qu'il y a un tableau dépressif, la prescription est justifiée. Mais vous avez raison, enfin, tu as raison, Mumu, de dire qu'on gobe des anxiolytiques comme ça. Donc, moi, je dis à tous ceux qui essayent d'arrêter de fumer, qui sont dans les groupes, etc., ne vous jetez pas sur les anxiolytiques. Il y a d'autres stratégies beaucoup plus efficaces. Surtout qu'il y a une période dans tout sevrage tabagique, une période qu'on appelle la période déprime, quoi. Ouais. On perd certains repères qu'on avait avec la cigarette, voilà. Et c'est une période qui est un peu plus sensible, où nos émotions partent un peu dans tous les sens, on a l'alarme facile, etc. Mais ça ne dure pas. Non, c'est ça qui compte. Ça ne dure pas. Allez voir si ça dure, on va voir quelqu'un. Si ça dure, si ça s'empire, si vraiment on se sent vraiment pas bien et que ça continue à être comme ça, on consulte. Mais si c'est quelques semaines à l'arrêt du tabac, on n'a pas besoin de prendre un antidépresseur comme ça d'un coup d'un seul. C'est une phase normale dans l'arrêt du tabac, le fait de sentir un peu paumé, un peu déprimé, un peu pas bien. C'est classique, hein, il ne faut pas avoir peur de ça, du tout. On va reprendre la gestion de ses émotions autrement. Est-ce que tu as une autre question, Mumu, par rapport à ça, en ligne aussi? Non, je vois rien pour l'instant. Regarde. Alors Laurent, moi j'ai une question. On va arriver au mois de janvier. Janvier, c'est le Dry January. Hein. Donc, on voulait profiter aussi de ta présence pour en parler un petit peu. Le Dry January, c'est tout un mois où comme tu disais au tout début de ce live, on regarde un petit peu notre rapport avec l'alcool. Ça tombe bien parce que nous, on arrête de fumer. On a arrêté de fumer, tu vois, au mois de novembre. Décembre se passe. Et janvier, ça nous permet aussi de prendre un peu de recul par rapport à notre consommation d'alcool. On l'a vu, on peut avoir tendance à picoler un peu trop en arrêtant de fumer. Est-ce que tu veux nous dire 2 mots sur le Dry January? Alors le Dry January, moi je préfère dire le défi de janvier. Défi de janvier. Le défi de janvier, donc c'est un mois qui va vous aider à vous auto-évaluer finalement par rapport à cet arrêt de consommation qui va être bénéfique. Clairement, là, on le dit, arrêter comme ça ne veut pas vous dire que vous allez arrêter à vie, mais en tout cas, ça va vous permettre de faire le point, 1, avec votre consommation d'alcool, 2, avec vos éléments de santé. Vous allez mieux dormir, vous allez avoir une plus belle peau, vous allez être plus reposé, vous allez être plus énergique, vous allez pouvoir faire d'autres choses, et vous allez voir que c'est gratifiant finalement de passer week-end après week-end sans le petit apéro, sans les consommations d'alcool. Bon, là, avec le Covid, en plus, c'est plus difficile de faire la fête. Et donc, vous pouvez faire des petits apéros visio avec des mocktails, avec des boissons sans alcool. C'est cool aussi. Et, point important, l'organe qui va vous remercier le plus, c'est pas votre cerveau, c'est votre foie. Et avoir ce foie qui se régénère comme ça, c'est vraiment très, très positif. Et il y a des études qui montrent que finalement, après un mois d'arrêt, ça peut nous aider à poursuivre cet arrêt. Et ça, c'est bénéfique. Et j'aimerais dire un truc, on va vous accompagner aussi avec mes copains à les collines sur Instagram. Tous les jours, vous aurez une petite photo avec des conseils, donc dessinés par Léa et Katie, que je remercie pour ce projet. Moi, je fais l'accompagnement médical de ce projet. Donc, abonnez-vous au compte Instagram de Al et Colline. On vous mettra le lien sur les groupes. Ça va être super sympa. Tout comme tu étais partenaire, et j'ai mon badge spécial, tu étais partenaire de Hakuna et Tabata pour pendant le mois sans tabac. Avec ces petits badges, là, j'ai arrêté depuis un an sans tabac. C'est la fiesta. Voilà. En parlant de badge, moi je suis à l'arbre de Noël aujourd'hui. Tu vas recevoir celui-ci. Alors, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. Celui-ci. Excellent. Celui-ci, c'est un piou en bois. Ah, super. Artisanal. J'ai celui-là, moi. Ouais, je sais. Mais celui-là, tu pourras l'accrocher. Dans ma blouse. Dans ta blouse, tu vas être au top. Allez, on va t'en donner 2. De chaque côté, et tu seras beau. Tu seras beau. Donc, tu nous diras où on peut te l'adresser et je te l'adresserai. À l'hôpital. Ok. On fera un pour Amine, un pour toi, comme il a fait un live.
Vous serez adorables tous les deux et on veut une photo. On fera une photo. Ouais. Alors, on a une question spéciale d'Isabelle aussi pour toi. Est-ce que tu es célibataire? Non, Isabelle, je ne suis pas célibataire. Je suis Voilà. marié depuis 20 ans, plus de 20 ans. Et j'ai 2 beaux garçons. On a vu en photo. Deux très beaux garçons. Donc Isabelle, voilà. Les filles, vous avez votre réponse et nous avons posé cette fameuse question. Je crois que tu voulais dire un petit coucou à une de nos membres aussi, Oui, Laurent. je voulais faire une dédicace à Jaja. Une dédicace à Jaja. Jaja, merci pour tout le support et le soutien et merci de m'aimer. Jaja, je vous fais un énorme bisou. Voilà, Jaja, tu as une bisou de ta star préférée. Je crois que notre Jaja, elle va être super contente pour une bonne semaine au moins. C'est un cadeau de Noël avant l'heure. Écoute, Laurent, on a passé 1 heure ensemble. Bah C'était ouais, bien. ça passe vite, hein. Ça passe over vite quand tu es là. On est vachement contents. C'est un immense plaisir. Ouais. Mumu aussi, l'une de tes Merci fans. beaucoup. Je crois que tu as des fans partout. Merci beaucoup. Écoute, sincèrement, nous, ce qu'on apprécie chez toi, tu sais, Laurent, c'est bien sûr tes connaissances, tes compétences, comme beaucoup et la plupart, voire tous les personnes que nous invitons en live. Merci pour tout ce savoir que tu partages. Merci. Mais ce qu'on apprécie beaucoup chez toi aussi, c'est ton humanité, ta gentillesse, ta générosité. Et ça s'invente pas. Merci. Et vraiment, tu es des nôtres, quoi. Tu es proche des gens. Et comme dit ma mère, il fait partie de la famille. Eh ben ouais, tu fais partie de la famille des défumeurs en vrai. Merci beaucoup. Ouais, et je crois qu'on peut tous te dire un très très grand merci. On a encore plein de questions qui tombent, mais on peut pas y répondre parce qu'il y a le temps qui passe. Ouais, et puis il y a Addicted qui va dire on avait dit 1 heure et tout. Ouais. Merci à Addicted et à nos copains d'Addicted. Merci à Samy. Merci Alain à la technique. Merci beaucoup. Merci à Amine de nous permettre ce beau partenariat et à toute l'équipe d'Addicted. Merci les gars, les filles de Je ne fume plus, de Breton-Moi sans tabac de nous avoir suivis et puis tous les autres. Merci Mumu. Merci à toi. Et surtout à toi. Merci Laurent. Merci mille fois, tu es top. Alors, le mois prochain, on aura 2 lives. Un live spécial autour du Dry January et du défi de janvier. Donc, on va parler de tout ça, tabac. Et on fera un live spécial où on va vous présenter les résultats de notre grand questionnaire après Moi sans tabac. Et on vous montrera aussi une surprise qu'on a fabriquée pour mieux vous accompagner encore à arrêter de fumer. On travaille dessus, vous allez voir, je pense que ça sera bien chouette. Voilà. Bonne soirée à tous. Mumu, des gros bisous. Soirée. Laurent, je te fais un énorme bisou aussi. Moi aussi. Bonne fête de fin d'année. Ouais, joyeux Noël. Et puis, n'oubliez pas, le 31 décembre au soir, il y a un réveillon en direct pour toutes les personnes qui sont toutes seules ou qui ont envie sur Je ne fume plus. On fait la fête toute la soirée et à minuit, on se fait la bise en virtuel. Voilà. Tous les